L'humanité aura un avenir si elle comprend qu'elle est en interaction avec tous les êtres vivants de la planète. Mais c'est pas Jacques Weber qui l'a dit, c'est Claude Lévi-Strauss, qui est au bout de mourir l'année dernière, en pleine année Darwin internationale. Mais l'évolution, produisant quand même la biodiversité actuelle, on n'a pas manqué de le voir tout à l'heure. Alors le mot de Jacques Weber, alors il est possible que je rajoute des choses, je préciserai. La biodiversité est un autre mot pour désigner le monde vivant. Les scientifiques ont étudié cette diversité du vivant à diverses échelles, celle des gènes, des espèces et des écosystèmes. Un écosystème résulte des interactions entre organismes d'espèces diverses dans un milieu donné. Une croûte de fromage est un écosystème, ainsi qu'une forêt, un océan, la planète entière, à diverses échelles d'observation. Aujourd'hui, de plus en plus de scientifiques s'accordent à définir la biodiversité comme constituée de la multitude des interactions entre organismes dans les milieux en changement. Il n'y aurait en fait qu'un seul système vivant planétaire, très adaptatif, à des conditions locales de température, d'hygrométrie, de pression, bref, de milieu, et dont la brique élémentaire serait l'ADN, présent dans tout organisme vivant. Une des modalités de cette adaptation serait de produire des espèces, sorte de surgeon, d'émergence du système vivant planétaire. L'espèce humaine serait l'une des plus récentes émergences adaptatives du système vivant planétaire. Nous faisons donc partie intimement de la biodiversité, nous ne lui sommes pas extérieurs. Nous dépendons directement ou non de multitudes d'organismes vivants non humains. Nous sommes à la fois en compétition avec les non-humains pour le contrôle de l'écosystème planétaire et en coopération avec eux pour notre survie quotidienne. La biodiversité constitue un enjeu considérable pour l'éducation scientifique et citoyenne des jeunes, à travers les concepts d'humain et non-humain, culture et nature, interaction, compétition et coopération, sélection, évolution. Elle offre également une voie d'accès à l'ensemble des domaines scientifiques, tant le vivant est relié à des thèmes variés et des sciences multiples, biologiques certes, mais aussi physiques, humaines et sociales. Là, ça va rock'n'roller. C'est moi qui ajoute. Pour les petits débrouillards, l'année mondiale de la biodiversité sera l'occasion de nombreuses activités, festivals, outils pédagogiques, jeux d'affiches avec l'ISA, l'école d'art graphique de Rennes avec laquelle on est en train de travailler en ce moment, reliant celle-ci à des thèmes variés. Moi, après 40 ans de travail dans ce domaine-là, je m'aperçois quand même que d'abord on ne sait pas grand-chose et qu'à chaque fois qu'on vous pose des questions, on est en général assez incapable de répondre aux questions qu'on nous pose. Par exemple, les turnovers de ces espèces-là, on les connaît très très mal. Donc, et puis, ne serait-ce que qu'est-ce qu'il y a, combien d'espèces il y a, ça, on ne sait pas répondre à ça. Les évaluations actuelles pour la faune profonde, celle qui est la moins optimiste, elle est à 1 million d'espèces, et les gens qui travaillent sur les nématodes et les petits crustacés parlent de plus de 100 millions d'espèces. Donc il y a une fourchette. Enfin, vous savez combien on connaît d'espèces? On a décrit d'espèces sur la Terre actuellement, globalement. Depuis la bactérie jusqu'aux grands mammifères, c'est 2,8 millions. Le conservateur, je suis la déléguée régionale du conservatoire botanique de Brest. C'est une structure qui n'est pas vraiment en fait structure de recherche ni vraiment administration, donc on est vraiment à l'intervalle des deux. On essaye de faire le lien entre le monde scientifique et les acteurs, les collectivités, en fait les gestionnaires de terrain pour mettre en place en fait des mesures de connaissance et de conservation de la flore, actuellement surtout flore vasculaire. Ça veut dire quoi? Donc toute la flore supérieure, donc du coup c'est les plantes à fleurs et les fougères. Donc il y a tout le monde aussi des bryophytes, qui est actuellement assez peu exploré mais qu'on va attaquer. C'est quoi des bryophytes? Les mousses. Et les mousses c'est mousses et hépatiques, donc bryophytes c'est plus précis. Les hépatiques, ils ont des feuilles en forme de foie. Peuvent avoir des. Ça c'est surtout en fait des systèmes de reproduction qui ne sont pas les mêmes. Donc nous on est une structure qui est agréée par le ministère en charge de l'environnement, et puis on a 4 missions, donc on s'occupe de la connaissance de la flore et des habitats, donc des milieux naturels. Et après en fait cette connaissance elle va servir à leur conservation. Donc, du coup c'est vraiment très ciblé. Et tout ça finalement pour être un peu en conseil, expertise auprès des collectivités, mais aussi du grand public.
Et après, on a une quatrième mission que parfois on néglige un peu, mais on va s'attaquer plus, c'est la sensibilisation, la communication, tout ce qui finalement faire savoir ce qu'on sait de la flore et ce qui est vraiment important à protéger. Alors une dernière question quand même, à quoi ça sert de garder des espèces de plantes? C'est pas plus simple quand on sème du gazon partout, à tondre et tout, c'est plus propre, non? Ça sert. Donc, je n'aime pas trop en fait cet aspect que ça doit servir, puisqu'on ne sait pas à quoi ça servira peut-être un jour en fait, la biodiversité. On en parle tous maintenant des services écosystémiques. Finalement, c'est pour pouvoir calculer la valeur de la biodiversité. Donc il y a pas mal d'économistes qui s'en chargent maintenant. Je crois qu'en fait, un peu comme ce qu'on a dit là tout à l'heure, on connaît peut-être un peu mieux quand même la flore que la faune, surtout sous-marine. Il y a encore plein de choses à découvrir. Il y a aussi une diversité qui s'est développée finalement par des voies tout à fait naturelles et que nous, en arrivant on est quand même bien implantés en fait. Et on se fait notre place aux dépenses de la place en fait, que d'autres ont quand même mis du temps à se créer. Et finalement, nous aussi, on fait partie de cet écosystème. Puisque moi, je n'aime pas quand on parle biodiversité, c'est la faune, la flore, et l'humain n'est pas dedans. Nous, on en fait partie, et donc finalement, en fait, c'est un équilibre très instable qui nous entoure, et qu'on est en train d'influencer dans un sens qu'on ne maîtrise pas forcément. En milieu océanique, et en fait, en milieu côtier, plus ça va, plus on remonte vers l'intérieur des terres, donc dans les baies, dans les estuaires, dans les rivières, et même dans les marais et sur les bassins versants, on commence à faire des choses, notamment aussi avec le conservatoire botanique. Et en fait, on travaille donc on regarde la biodiversité sous différents angles. Il y a des scientifiques chez nous qui la décrivent déjà, et ça je pense que Christian pourra en parler mieux que moi. On la regarde sous l'angle aussi impact du changement global sur la biodiversité marine. Donc par changement global, on entend changement climatique, mais aussi l'eutrophisation, la surpêche, l'apparition ou la prolifération d'espèces invasives, différents types de pollution. Et donc on regarde comment est-ce que ces différents aspects du changement global affectent la biodiversité, donc dans le milieu, et ça c'est essentiellement dans le milieu côtier. Et puis en retour, et ça c'est, moi je le perçois comme beaucoup plus difficile, on essaye aussi de comprendre quel rôle joue la biodiversité dans le fonctionnement de l'écosystème et puis dans sa réponse au changement global. Et là on revient un petit peu à cette idée de service écosystémique. Par exemple, on sait que la biodiversité joue rend un certain nombre de services dans la régulation du climat, dans la régulation justement des cycles des éléments, dans la pollinisation, dans la production de médicaments, donc dans plein de choses. Si on veut essayer de la conserver, il faut d'abord arriver à comprendre ce qui contrôle cette biodiversité, comment est-ce qu'elle est impactée par le changement global, et puis ensuite comment, quel rôle, et via quels organismes ou quels mécanismes, quel rôle elle joue dans le fonctionnement des écosystèmes. Donc là voilà, c'est... Ça veut dire, alors c'est ça qui est très marrant, enfin, moi je pense à ça pour nos animations, parce qu'on prépare plein de programmes d'animation, donc imaginons, notre problème, on a des coquilles Saint-Jacques toxiques ou des huîtres toxiques, et on se pose la question pourquoi. Donc c'est parce qu'elles bouffent du phytoplancton qui est toxique. Alors pourquoi est-ce que ce phytoplancton toxique arrive? Parce qu'il a remplacé un phytoplancton différent qui consommait du silicium et que ce phytoplancton a manqué de silicium, donc c'est pas développé. Et le manque du silicium vient d'une espèce de plante invasive qui poussait sur les continents, qui a été arrivée par comment? Par bateau? En fait, on pense que c'est arrivé au moment de la Première Guerre mondiale par les bateaux Première Guerre mondiale. Des États-Unis. Donc, conséquence de la Première Guerre mondiale, les huîtres toxiques en 2010. Mais c'est génial pour la biodiversité. Oui. En plus, c'est un schéma super simple. Donc, pour expliquer la complexité, on peut faire un petit jeu d'enquête, trouver le pourquoi les huîtres sont toxiques. Très rapide. En milieu océanique, on travaille actuellement, nous, alors on essaie de comprendre le fonctionnement de ce qu'on appelle la pompe biologique de carbone. Donc là, c'est en lien avec le changement climatique. C'est pareil, le phytoplancton pousse en surface. Quand il meurt, il y a une certaine fraction de ce phytoplancton qui tombe vers le fond vers le fond des océans et qui emmène du carbone avec lui. Et ce qu'on essaye de comprendre, et c'est ça le phénomène une partie de ce qu'on appelle la pompe biologique,
et donc du rôle joué par les océans dans la régulation des échanges de CO2 entre l'océan et l'atmosphère. Et ce qu'on essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qui contrôle les variations spatiales et temporelles dans cette pompe biologique, et puis surtout comment est-ce que ça va être amené à changer avec le changement climatique, par exemple. Et de plus en plus, quand on fait ces études, alors nous au début, les biogéochimistes, on était assez prétentieux en fait, et globalement c'était des mesures de flux, on met des espèces de pièges à particules qu'on déploie à 1 km, 2 km, 3 km de profondeur, on mesure des flux, et puis on essaie de comprendre un peu juste comment ces flux marchent, mais souvent, et on le modélise de façon très très simple, souvent en imaginant qu'il n'y a plus de vie dans l'océan une fois qu'on a quitté les 100 premiers mètres, quoi. Et de plus en plus, on s'aperçoit en fait que ce carbone qui quitte la couche de surface, pendant qu'il sédimente, eh ben, c'est de l'énergie en fait, c'est de la matière organique qui sert de nourriture à plein d'organismes qui habitent dans la couche qu'on appelle la zone mésopélagique. Alors en anglais c'est mieux, la twilight zone. On sait bien ce que ça veut dire. C'est dimension. Il n'y a plus de lumière, mais il y a quand même plein d'organismes qui vivent là, qui se nourrissent de ce flux de particules en fait, et donc qui vont reminéraliser le carbone. Et ça c'est très important d'arriver à essayer de comprendre à quelle profondeur ça va être reminéralisé, parce que si c'est près de la surface, avec les vents, avec le mélange, c'est du CO2 qui va retourner très vite dans l'atmosphère, alors que si ça se passe plus en profondeur, c'est du carbone qui va être séquestré pour des plus grandes périodes de temps. Donc c'est ce qu'on essaye actuellement de comprendre là. Et là, on revient aussi à la complexité, parce que pour l'instant, dans les modèles, on ne sait pas représenter ça. D'ailleurs, d'abord, c'est même pas dans les modèles. Ouais, mais même pas les modèles climatiques, juste les modèles d'écosystèmes. Mais c'est même pas dans les modèles, c'est en fait, on comprend très très mal les mécanismes. Donc il n'y a pas de raison qu'on sache les mettre correctement dans les modèles, d'un côté. Et bon, alors nous, du coup, on essaye de prendre une approche différente avec les gens du centre de réalité virtuelle. On essaye de voir si on peut développer un modèle virtuel du fonctionnement de ces organismes, et de voir comment est-ce qu'ils peuvent impacter en fait ces flux donc, de matière qui sédimentent. Ouais, je vais m'arrêter là, je pense que c'est un sujet pour les gens qui travaillent dans le profond, c'est cette couche crépusculaire qui est la couche de dessous. Il se passe beaucoup de phénomènes dits chaotiques, en fait. Ils sont explosifs en ce sens que lorsqu'il y a une petite augmentation des flux particuliers, on va avoir plein de gélatineux qui vont proliférer. C'est quoi les gélatineux? Alors les gélatineux, c'est les méduses, c'est les salpes, les dolioles, enfin tous ces animaux qui sont plein de feuilles. Mais par exemple, des salpes, ça peut tout d'un coup avoir une floraison totale. Alors les salpes ont un gros avantage, c'est que c'est des filtreurs qui font des bandes de mucus et qui agglomèrent énormément de particules. Et donc des particules qui descendaient très très lentement vers les fonds, tout d'un coup vont être transformées en très grosses particules de densité forte. En sandwich idéal. Et donc vont aller très très rapidement sur le fond. Et c'est vraiment ce que tu disais, on ne connaît pas très bien ça, mais on commence à dire que en fait toute cette zone qui était considérée par les géochimistes comme une espèce d'ascenseur tout à fait inerte, c'est un milieu très très dynamique. Et qui est responsable non seulement de la pompe biologique, mais aussi des floraisons qu'on voit sur le fond. Parce que, on dit le fond, il n'y a pas de variation de température, pas de variation de lumière, et en fait il y a des saisons très marquées. Parce qu'il y a de la matière organique qui arrive brusquement comme ça. Alors l'océan, c'est assez magique, hein, on voit bien, parce qu'il y a des gens qui disaient comme image, c'est qu'on pêche, on prend du poisson, enfin dans les usages normaux de l'océan, on prend, mais en fait, on passe pas de l'autre côté du miroir, quoi. Il y a des miroirs d'eau, et puis on balade des bateaux, on balance des chaluts sans regarder ce qui se passe, on remonte, et on ne comprend rien de ce qui se passe, quoi. Et là, vraiment, on se rend compte qu'il y a des petits phénomènes extraordinaires, quoi. Cette neige de plancton qui tombe, ces espèces de machins gélatineux qui récupèrent, qui font des solutions sur le fond, qui créent des oasis, j'imagine, de vie, c'est fascinant.